Bonjour et bienvenue dans Winter Bloom. Vous le savez, on ne peut pas découvrir un nouveau printemps sans avoir traversé l'hiver. Alors chaque semaine, on explore ensemble un sujet qui peut nous maintenir dans cet hiver intérieur. Avec un seul objectif, faire éclore des fleurs même au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, on va parler du confort. Le confort qui peut vous emprisonner doucement mais sûrement dans une situation difficile pour votre réel bien-être. Car la première erreur qu'on fait, c'est de confondre confort et bien-être. Le bien-être, ce n'est pas de rester sur le canapé toute la journée, de se laisser aller à tout ce qui nous procure du plaisir immédiat, ou encore de ne jamais sortir de ce que l'on connaît. Ça, c'est du confort. Mais pour comprendre pourquoi elle peut être si problématique et te maintenir dans une situation inconfortable pour le coup, il faut comprendre d'où vient ce besoin des humains pour le confort. Le confort, c'est le saint Graal recherché par toutes les générations qui nous ont précédés et à juste titre. Parce que pour eux, il a toujours fallu travailler très dur pour ne serait-ce que survivre. Le confort a donc été un luxe très recherché et il l'est encore aujourd'hui. Nos sociétés font la grande promotion du confort et trouvent toutes les solutions pour vous permettre d'effectuer le moins d'efforts possible. On a remplacé les escaliers par les ascenseurs et les escalators. On a inventé le drive pour ne plus avoir besoin de sortir de sa voiture. La livraison des repas à domicile pour éviter l'inconfort de cuisiner ou encore les appareils qui vous font travailler des abdos en étant allongé confortablement sur le canapé. Et tout cela n'est que du marketing d'influence, parce que vous allez naturellement vers ce qui vous coûte le moins d'efforts. Le cerveau est programmé comme cela. Je vous ai parlé de la pénibilité des générations précédentes, mais il y a 150 000 ans, c'était encore une autre histoire. On ne parlait pas de confort, mais d'économie d'énergie. Les hommes passaient leur temps à chasser, tandis que les femmes grimpaient aux arbres pour trouver de la nourriture, avec une insécurité constante pour leur survie. Donc lorsqu'ils ne cherchaient pas de la nourriture, ils se reposaient, dans un souci d'économie d'énergie. C'était vital à l'époque, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a le même cerveau qu'il y a 150 000 ans. C'est cette recherche du confort qui vous empêche de faire votre séance de sport, d'éviter de prendre des risques, de faire des efforts, même si c'est pour votre santé et votre réel bien-être. Et en fait, c'est tellement puissant en nous que c'est littéralement lui qui décide si vous allez vous reprendre en main, aller au bout de votre projet, sortir d'une relation difficile ou non. Car tant que l'inconfort de rester dans votre situation n'est pas plus grand que l'inconfort du changement, eh bien, rien ne changera. Et malheureusement, ce besoin de confort, d'économie d'énergie, est très très tenace et il prend même de l'ampleur avec le temps. Prenons l'exemple d'une personne qui se laisse aller et qui commence à prendre du poids. Bon, au début, c'est gérable. Il faut juste faire un petit peu attention et puis tout va rentrer dans l'ordre. Sauf que le temps passe, les problèmes qui génèrent du poids, du stress, un manque de confiance s'installent durablement, et là on se rend compte que les petits efforts qu'il fallait fournir au début semblent bien loin. Cela fait désormais des années que la situation se dégrade petit à petit, et on voit mal aujourd'hui comment on pourrait revenir en arrière. En plus, nous avons un sérieux problème, nous les humains. On descend lentement de la colline sans jamais regarder où cela va nous mener, mais lorsqu'il s'agit de remonter cette colline, on ne peut pas s'empêcher d'uniquement regarder le sommet. Au lieu de simplement marcher, on reste paralysé par tous les efforts cumulés que nous devons faire pour retrouver le corps qu'on avait avant, ou alors pour atteindre cet objectif qui nous fait tant rêver. Donc on reste au pied de la montagne et on se sent submergé. Alors qu'en réalité, une simple et petite action dans la direction de votre objectif suffit pour déjà inverser la tendance. On n'a pas besoin de forcément tout révolutionner en quelques minutes. Mais le problème, c'est que comme nous sommes drogués au tout de suite, on s'imagine que l'on va effacer des années de confort d'un coup de baguette magique. C'est comme cela que vous vous faites attraper par tout ce qui vous promet des résultats sans effort, car c'est la solution idéale. Sauf que cette solution, elle n'existe pas. Le seul cas où ça peut fonctionner, c'est l'hypnose.
Mais même si par miracle ça fonctionne, vous n'en saurez pas plus sur vous, sur vos fonctionnements, et au prochain problème similaire, vous serez de nouveau bloqué. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire ce premier pas? Pourquoi notre cerveau nous fait-il croire que gravir cette colline est insurmontable? Bien, la réponse se trouve dans ce que les neuroscientifiques appellent le thermostat émotionnel. Imaginez que votre cerveau fonctionne comme le thermostat de votre maison. Quand il fait trop froid, il déclenche le chauffage. Quand il fait trop chaud, il l'éteint. Eh bien, votre zone de confort, c'est exactement pareil. Dès que vous vous en éloignez, votre cerveau active son système d'alarme. Ce système s'appelle l'amygdale, et il traite littéralement tout changement comme une menace potentielle, même les changements les plus positifs possibles. Il y a 150 000 ans, c'était vital. Par exemple, si vous étiez exclu d'un groupe, c'était la mort assurée. Aujourd'hui, votre amygdale ne fait pas la différence et pense toujours que si vous êtes exclu d'un groupe, vous risquez votre peau. Alors votre cerveau préfère vous garder en sécurité sur votre canapé, même si cette sécurité vous fait du mal à long terme. Et au final, ce qui est conçu pour vous protéger vous emprisonne. C'est paradoxal. Mais nous verrons au fil de ces épisodes que les paradoxes surviennent bien plus souvent qu'on ne le croit. Revenons un instant à notre exemple de prise de poids. Cette envie irrésistible d'aliments réconfort à 17h, ce n'est pas un manque de volonté. C'est votre système nerveux qui cherche à compenser une journée stressante par du réconfort immédiat. Le sucre et le gras activent les mêmes circuits de récompense que les câlins et la sécurité sociale. Votre cerveau ne fait pas la différence. Il cherche du réconfort et la nourriture est alors la solution la plus rapide et disponible. De même, quand vous évitez cette présentation importante ou cette conversation difficile, ce n'est pas de la lâcheté. C'est votre système de survie qui protège votre identité. Car échouer publiquement réactive les mêmes circuits neuronaux que l'exclusion du groupe, qui est une menace mortelle pour notre cerveau primitif. Alors comment on fait? Comment on fait avec cette alarme trop sensible qui nous veut du bien mais qui nous limite? Une chose est sûre, on ne peut pas changer l'alarme. On l'a hérité de l'évolution, c'est comme ça. Et si on sait que l'alarme se déclenche au moindre changement et qu'on finit toujours par l'écouter, alors forcer le changement ne fonctionnera pas. La vraie question n'est donc pas comment forcer le changement, mais comment faire avec ce système d'alarme trop sensible. Alors pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple des allergies. Une réaction allergique, c'est le système d'alarme qui s'emballe au contact d'un élément perturbateur. Eh bien, vous savez certainement que le meilleur moyen de sortir d'une allergie, c'est la désensibilisation. Une infime dose chaque jour du poison, entre guillemets, jusqu'à ce que l'organisme ne puisse plus y réagir. Ça prend du temps généralement, mais ça fonctionne. Car au bout d'un moment, l'organisme n'a d'autre choix que d'accepter l'interaction avec l'élément allergisant. Car ça lui coûte trop d'énergie à long terme d'y réagir constamment. Donc, au bout d'un moment, il décide, de façon pragmatique, si j'ose dire, d'ignorer l'élément perturbateur. C'est juste un leurre en fait, mais ça fonctionne. Tout comme un fumeur qui tousse beaucoup la première fois, va finir par provoquer l'abandon du système d'alarme après des mois à fumer. Si vous souhaitez sortir de votre zone de confort durablement, quel que soit le domaine concerné, vous devez alors rendre l'action minime et régulière, de sorte que votre alarme n'ait d'autre choix que d'accepter la situation, qu'elle devienne tolérable. Alors plutôt que de se ruer sur le dernier régime à la mode, la méthode express perte de poids en 30 jours avant l'été, commencez par faire une petite action récurrente qui aille dans le sens d'un meilleur bien-être, pas d'un meilleur confort. Vous n'êtes même pas obligé de commencer par toucher au contenu de votre assiette si vous n'en avez pas envie ou si vous avez une relation compliquée avec la nourriture. Vous pourriez même finir par l'alimentation si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas d'idée, eh bien j'ai créé une application gratuite qui recense plus de 200 habitudes validées scientifiquement, réparties dans 3 niveaux de difficulté et qui couvre tous les domaines de la santé et du bien-être. Vous pourrez sélectionner le nombre d'habitudes que vous voulez, en créer autant que vous voulez et faire le suivi de vos habitudes chaque jour avec un système de points et de récompenses.
Il y a une formation pour vous aider à maintenir vos habitudes à long terme, mais elle est totalement facultative. Vous trouverez l'application à l'adresse winterbloom.app. Mais gardez à l'esprit de ne pas y aller trop fort au début, car votre alarme gagnera. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, j'ai compris, je vais commencer petit. Mais pourquoi même les petites actions, j'ai du mal à les tenir? Eh bien, c'était une excellente question, parce que là aussi, il y a un piège que personne ne vous explique. Quand vous commencez une nouvelle habitude, votre cerveau doit littéralement créer de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si vous deviez créer un sentier dans une forêt dense en marchant dessus tous les jours. Les premiers jours, c'est vraiment galère. Il faut écarter les branches, il faut faire attention aux racines, on se coupe, on se fait mal, vous vous perdez, vous revenez en arrière. Votre cerveau consomme alors une énergie monstre pour cette simple action. Prenez l'exemple du réveil à 6 heures pour faire du sport. Le premier jour, c'est l'enfer. Le réveil sonne, vous négociez avec vous-même. Allez, encore 5 minutes. Bon, allez, 10. Allez, en fait, je commencerai demain. Le deuxième jour, même combat. Votre cerveau vous sort tous les arguments. Il fait froid, tu vas être fatigué au boulot, de toute façon tu n'as pas les bonnes chaussures, etc., etc. Le troisième jour, vous croyez que ça va être plus facile. Et en fait, c'est une erreur. C'est souvent là que c'est le plus dur. Parce que votre cerveau réalise que vous êtes sérieux. Alors il sort l'artillerie lourde. Tu vois bien que ça ne marche pas, regarde comment tu es crevé, arrête ce délire, etc. C'est normal parce qu'en fait, c'est même prévu par l'évolution. Votre cerveau favorise toujours le court terme sur le long terme. Il priorise la survie immédiate, les menaces et les besoins urgents. Ensuite, il privilégie les récompenses immédiates via la dopamine et les plaisirs instantanés. Et enfin, il préférera toujours les habitudes qui sont déjà ancrées en vous, celles qui se font par automatisme et qui ne demandent aucun effort. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent entre le troisième et le septième jour. Pas parce qu'ils n'ont pas de volonté, mais parce qu'ils doivent se battre contre leur cerveau à tous les niveaux. Vous vous souvenez lorsque vous avez appris à conduire. Les premières fois, vous devez penser à tout. Le volant, les pédales, les rétroviseurs, les clignotants, votre cerveau sature. Mais petit à petit, ces gestes deviennent automatiques et vous pouvez conduire en pensant à quel point vous ne supportez pas votre patron. C'est exactement pareil avec vos nouvelles habitudes. Au début, elles demandent toute votre attention. Puis progressivement, elles s'automatisent. Les scientifiques appellent ça la courbe d'effort décroissant. Plus vous répétez, moins ça demande d'énergie. Mais il faut tenir les premières semaines. Et quand bien même vous tenez ces premières semaines, il y a un piège vicieux dont personne ne parle, c'est le perfectionnisme. Prenons l'exemple classique du régime. Vous vous dites, bon, cette semaine je mange parfaitement équilibré. Lundi, mardi, mercredi, tout va bien. Jeudi soir, anniversaire d'un collègue, vous mangez un morceau de gâteau, et là votre cerveau perfectionniste vous dit c'est fichu, tu as tout gâché, autant finir la soirée en beauté. Vous rentrez chez vous et vous videz le frigo. Le vendredi, vous culpabilisez tellement que vous ne mangez presque rien. Le samedi, vous êtes affamé, vous vous vengez sur la nourriture. Et le dimanche soir, vous dites bon, la semaine prochaine, j'arrête mes bêtises et je recommence sérieusement. Vous voyez le piège? Un écart de 5 minutes, jeudi soir, a détruit une semaine entière. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Si vous faites du jardinage et qu'un jour il pleut, vous ne détruisez pas tout votre jardin pour autant. Vous attendez que ça passe et vous continuez. Le perfectionnisme, c'est de l'évitement déguisé. C'est votre cerveau qui préfère l'échec spectaculaire à l'effort modéré mais régulier. C'est comme si vous disiez j'ai fait tomber une assiette, autant casser tout le service. C'est ridicule, on est bien d'accord. Parce que l'échec, au moins, c'est confortable. Ça confirme que, de toute façon, ça ne marche jamais. J'avais raison. Alors que l'effort régulier, ça demande de rester dans l'inconfort sans voir immédiatement les résultats. Et si l'inconfort ne vous dérange pas, il y a un autre problème potentiel. C'est que votre changement peut déranger votre entourage. Vous pensez certainement que c'est juste vous contre vos mauvaises habitudes. Eh bien, c'est une erreur. Dès que vous commencez à changer, vous perturbez l'équilibre de votre environnement. Imaginez que vous décidez de reprendre confiance en vous. Au début, votre entourage aura tendance à vous soutenir. C'est bien, bravo, continue comme ça. Mais au bout de quelques semaines, ça devient différent. Vous osez dire non à certaines choses, vous prenez du temps pour vous, vous exprimez vos besoins, vous commencez même à changer physiquement. Et là, votre partenaire commence à s'inquiéter. Pas consciemment, bien sûr, mais quelque chose le dérange. Elle est en train de changer, et si elle ne m'aimait plus comme avant? Et si elle devenait trop bien pour moi?
Alors inconsciemment, il va essayer de vous ramener dans l'ancienne vous. Tu n'es plus la même depuis que tu fais ton développement personnel, tu es bien comme tu es, pourquoi tu veux changer? En fait, ce n'est pas de la méchanceté, c'est son cerveau qui protège votre relation telle qu'il la connaît. Votre changement lui renvoie ses propres peurs d'abandon et le met également face à ses propres responsabilités. Parce que elle fait des efforts, alors que moi, je ne change rien. Et c'est encore plus marqué en famille. Vous décidez de manger plus sainement, et d'un coup, on vous dit: «Oh, ça y est, tu fais ton difficile maintenant.» Et on peut se demander alors, pourquoi autant de résistance? Eh bien, tout simplement parce que nos cerveaux sont calibrés pour fonctionner en groupe. Quand un membre de votre groupe change de comportement, ça active le système d'alarme des autres. Attention, parce que la cohésion du groupe est en danger. Et si la cohésion du groupe est en danger, c'est tout le groupe qui est en danger, pas seulement la personne qui a décidé de changer. Parce que nos ancêtres vivaient en petites tribus de quelques dizaines d'individus maximum, et la cohésion était absolument vitale à l'époque. Alors quand quelqu'un changeait de comportement, c'était perçu comme une menace potentielle pour l'harmonie du groupe. Aujourd'hui, ce mécanisme est toujours présent. Votre entourage, sans s'en rendre compte, va essayer de vous maintenir dans vos anciens schémas. Alors pour gérer ça, eh bien il faut déjà en avoir conscience. Vous pourrez alors même anticiper les commentaires des uns et des autres. Et vous verrez alors à quel point les gens peuvent être dominés par leur inconscient. Je trouve personnellement que c'est un très bon moyen de s'en rendre compte. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de leur reprocher quoi que ce soit, car ils n'ont même pas vraiment conscience de ce qu'ils disent, et donc ils n'en sont pas vraiment responsables. Vous pouvez alors simplement expliquer pourquoi ce changement est important pour vous, rassurer vos proches que vous ne les jugez pas, que simplement vous prenez juste soin de vous. Et surtout, attendez-vous à de la résistance. C'est normal, c'est prévisible et ça ne durera pas. Alors maintenant, comment on fait concrètement? Eh bien, je vais vous donner les 3 étapes par lesquelles passent toutes les transformations durables. La première étape, c'est la tolérance. L'objectif ici, ce n'est pas d'aimer ce que vous faites, c'est juste de le tolérer un maximum. Vous voulez vous lever plus tôt, eh bien les premières semaines, c'est l'enfer. Vous maudissez votre réveil, vous êtes grognon, vous buvez 3 cafés, bref, c'est normal. Si vous voulez faire du sport, c'est pareil, les premiers jours, vous avez mal partout, vous trouvez ça nul, vous regardez l'horloge toutes les 30 secondes pour regarder quand est-ce que c'est terminé. L'erreur ici, c'est de vouloir que ce soit agréable tout de suite et de vouloir avoir des résultats absolument tout de suite également. Non, le but, à ce moment-là, les premières semaines, c'est juste de tenir. Pour cela, gardez en mémoire votre objectif final, le long terme. Pourquoi vous faites tout cela? Même si ça vous fait mal à court terme, c'est pour votre bien-être à long terme. Le moment où vous passez à la deuxième étape, c'est le moment où vous n'avez toujours pas envie de le faire, mais vous ne passez plus 20 minutes à négocier avec vous-même. Vous n'avez toujours pas envie de le faire, mais vous y allez plus facilement. L'étape 2, c'est l'automatisation. Là, quelque chose de magique commence à se passer. Votre action devient progressivement automatique. Vous ne pensez plus à votre réveil matinal, vous vous levez par réflexe. Vous ne vous débattez plus pour aller à la salle, vous y allez naturellement. Cette étape reste dangereuse parce que vous ne voyez toujours pas de résultats spectaculaires. Mais l'effort, vous le ressentez quand même tous les jours. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent parce que ça fait 6 semaines qu'ils font du sport et qu'ils ne voient pas de différence, donc que ça ne sert à rien. Que quand je vois mon entourage ne rien faire, eh bien je me dis que je devrais mieux de faire la même chose. En fait, c'est une erreur parce que c'est l'étape la plus importante. C'est là que votre cerveau va commencer à accepter officiellement votre nouvelle habitude. Les connexions neuronales se solidifient, se sont constituées, et donc vous êtes en train de devenir cette nouvelle version de vous. Et on arrive dans la troisième étape qui est l'identité. C'est là que la vraie transformation se fait. Vous ne faites plus du sport, vous êtes sportif. Vous avez intégré cette habitude en vous. Elle fait partie de votre identité. Vous ne suivez plus un régime, vous êtes simplement une personne qui fait attention à ce qu'elle met dans son assiette. Cette transition identitaire, en fait, c'est le Saint Graal. Parce qu'une fois que votre nouvelle habitude fait partie de votre identité, vous n'avez plus besoin de volonté pour la maintenir. Parce qu'elle fait simplement partie de vous.
Et si vous vous demandez à quel moment on reconnaît qu'on est dans cette étape, eh ben c'est simple. Quand vous ne pouvez plus faire cette action, ça vous manque. Vous êtes en vacances et il n'y a pas de salle de sport, vous cherchez des alternatives. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire votre sport, ça vous contrarie. Ça sabote vos plans, ce que votre cerveau avait prévu pour vous. Et surtout, c'est aussi le moment où vous commencez à donner des conseils aux autres. Oh bah tu sais, moi aussi au début j'avais du mal, mais maintenant tout va bien. Voilà le secret. Vous devez passer par ces 3 étapes, l'une après l'autre, sans brûler les étapes. Vous savez, dans la nature, les arbres les plus résistants ne sont pas ceux qui évitent le vent, mais ceux qui apprennent à danser avec lui. Votre zone de confort, c'est pareil. Elle ne disparaîtra jamais complètement. Et c'est tant mieux. Vous en avez besoin pour récupérer, pour vous ressourcer. Le secret, ce n'est pas de la détruire, c'est de l'élargir progressivement. Comme un muscle qui se développe. Un peu de stress, puis de repos. Un peu de stress, puis du repos. Retenez ces 3 choses. Premièrement, votre cerveau n'est pas votre ennemi. C'est un système de survie qui fait son travail. Remerciez-le de vous protéger, puis avancez quand même. Deuxièmement, commencez ridiculement petit si cela suffit à vous faire démarrer et accrochez cette nouvelle habitude à une autre existante. C'est la méthode Tiny Habits. Si vous voulez faire plus de sport, ne commencez pas par 1 heure de gym 5 fois par semaine, ça n'a pas de sens. Commencez par faire 1 ou 2 squats après vous êtes brossé les dents et ça suffit. C'est déjà pas mal en fait. Si vous voulez lire plus, ne vous imposez pas un livre par mois. Commencez par lire quelques pages pendant que votre café refroidit le matin. Votre ego va protester, mais votre cerveau acceptera au bout d'un moment. Troisièmement, les premiers jours sont les plus durs, pas les derniers. Une fois que vous le savez, vous pouvez tenir, parce que vous savez que ça va devenir plus facile. Et rappelez-vous, vous ne recherchez pas la perfection, vous essayez juste d'améliorer votre bien-être physique et mental. Parce qu'au final, c'est ça, faire pousser des fleurs en hiver. Ce n'est pas attendre le printemps pour commencer. C'est planter des graines aujourd'hui, même quand il fait froid, même quand c'est dur, en sachant que la patience et la régularité feront le reste. Si vous savez que tout ce que vous faites va dans le sens d'un meilleur bien-être à long terme, c'est plus facile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Si vous voulez commencer dès maintenant avec des habitudes adaptées à votre niveau, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre application gratuite à l'adresse winterbloom.app. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Votre zone de confort a mis des années à se construire. Donnez-vous au moins quelques mois pour l'apprivoiser.